Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler des élections ce matin avec notre invité. Il est chef ou encore responsable adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Haïti, évidemment. Il était présent en Haïti en 2006 lors du scrutin qui allait donner M. Préval élu ou encore président de la République en 2006. Il s'agit de José Antonio de Gabriel. C'est lui notre invité ce matin que l'on accueille d'ailleurs avec plaisir. Bonjour M. de Gabriel, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être ici. Alors, je l'ai dit, vous étiez déjà en Haïti, donc vous connaissez le terrain. Et évidemment, nous allons parler très certainement de ce que vous avez observé en Haïti dans le cadre de ce scrutin. Mais petite rétrospective pour nous dire comment cela s'était passé. Est-ce qu'il y a lieu de comparer ce qui s'était passé en Haïti en 2006 et aujourd'hui 2015? D'abord, 2006, vous y étiez. C'était comment? Et bon, nous d'abord, on n'est pas trop amis de faire des comparaisons entre des différents procès électoraux, mais sans doute il y a des éléments qui changent et des éléments qui restent. Un peu, d'abord, il y a un élément fort des cultures politiques qui existaient en 2006 et qui existent maintenant. C'est en certaines difficultés de la part de candidats qui perdent à accepter la défaite. Là, vous parlez de culture politique. Manque de culture politique ou culture politique? C'est pas manque de culture politique. Il n'y a jamais manque de culture politique. Il y a des cultures politiques différentes qui ont des composantes déterminées dans chaque pays. Ici, moi, je dirais qu'il y a une forte méfiance dans la population vis-à-vis du processus électoral en général. Justifié ou non, nous pensons que pas trop justifié en ce qui concerne ce processus électoral et surtout les scrutins du 25 octobre. Et c'est vrai que cette méfiance, elle est parfois alimentée par le rejet de candidats à accepter les résultats. Donc alors on voit qu'en Haïti, il est facile de voir 5, 6, 7, 8 candidats qui se réclament vainqueurs ou qui passent au deuxième tour. Or, on sait que, logiquement, dans un deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. Il ne peut pas avoir une dizaine. Alors, là, il y a un énorme travail à faire, parce que plus les critiques montent, surtout si les critiques ne sont pas évidenciées par de preuves claires, qu'on puisse présenter de manière objective, alors ce qu'on fait, c'est créer un état d'opinion qui ne se correspond pas toujours avec la réalité. Et ça alimente justement la méfiance vis-à-vis du processus électoral. Donc, à votre avis, la méfiance est toujours à l'origine des problèmes post-électoraux en Haïti? Absolument, et c'était le cas en 2006, c'était le cas en 2010, c'est probablement aussi le cas en 2015. Mais vous n'étiez pas en Haïti en 2010? Non, mais bon, j'ai suivi. Vous avez suivi? Et aujourd'hui, alors pour clore en partie ce chapitre, si vous avez quelque chose à rédiger, pas un simple rapport, un livre par exemple à préparer sur 2006, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous auriez rédigé? Bon, on voit par exemple en 2006, il y a eu un élément qui était important. Donc c'était la première élection avec déjà la MINUSTAH déployée, avec une participation énorme de la communauté internationale. Il y a eu un candidat qui a obtenu beaucoup plus de voix que les autres au premier tour, c'était le candidat René Préval, qui évidemment était proche du 50%, mais qui n'avait pas atteint les 50%. Alors, il y a eu un mouvement de rue d'ailleurs beaucoup plus fort beaucoup plus nombreux que ce qu'on voit maintenant, mais c'est un autre élément caractéristique des élections en Haïti. L'utilisation de la rue, pas avant les élections, mais surtout après les élections, pour essayer de passer des messages politiques et d'influencer sur le déroulement, disons, des opérations électorales qui, normalement, devraient suivre simplement
de canaux institutionnels tels qu'établis dans la législation électorale. Vous auriez préféré que ce mouvement de rue précède les scrutins? Non, avant les scrutins, ce qu'il doit se faire, c'est la campagne électorale. Et nous concevons la campagne électorale comme un espace d'expression politique, pacifique bien sûr, d'échange de messages entre les différents candidats et bien sûr de propositions de messages et de programmes pour l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Haïti, on a un problème qui s'est montré d'une manière claire en 2010-2011 et qui s'est encore remontré une fois en 2015, qui est le problème du taux de participation. Quand on dit que pour une élection présidentielle, seulement 28% des citoyens se sont rendus aux urnes, c'est qu'il faut faire davantage pour les motiver, pour leur donner un espoir ou un projet, leur présenter des options qui puissent le motiver à se déplacer et à participer activement. Vous pensez que si le taux de participation était beaucoup plus élevé, on n'aurait pas enregistré autant de problèmes? La participation renforce la démocratie en Haïti et partout dans le monde. Ce n'est pas une caractéristique spécifique de Haïti, mais c'est pareil partout dans le monde. Donc, évidemment, un taux de participation plus élevé, sans doute, ça renforce les futurs gouvernements, ou ça renforcerait, mais pas seulement le gouvernement, aussi les élus, à la députation, au Sénat, le fait d'avoir derrière un grand support de la population, sans doute ça donne un peu d'autonomie à ceux qui gèrent la politique. À partir de quel moment le travail ou encore l'observation véritable débute pour une mission? Nous faisons ce qu'on appelle une méthodologie de long terme, c'est-à-dire pour nous, l'essentiel, ce n'est pas seulement le jour de sélection, c'est les choses qui viennent avant aussi et les choses qui viennent après. Avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dépôt des candidatures, l'enregistrement des électeurs, l'enregistrement des candidats, le fait que les candidats ne soient injustement exclus de la course. Non? Par exemple, ici, on a eu des problèmes parce qu'en Haïti, il y a une institution qui est particulière, qui est la décharge, qui doit être accordée. Il y a la petite décharge pour ceux qui ont été des fonctionnaires et la grande décharge pour ceux qui ont été des ministres ou des premiers ministres, qui doit être accordée par le Parlement. Mais bien, normalement, le Parlement refuse de la donner, de l'accorder. Ce qui empêche à certaines personnes de continuer leur carrière politique. Donc, alors, et dans votre pays, cela se passe comment? Non, pour être exclu de la course électorale, il faut absolument qu'il y ait un arrêt, une décision de la justice ferme qui considère à une personne coupable dans des crimes déterminés et dont la peine entraîne l'impossibilité de se présenter aux élections pendant un délai de temps déterminé. Mais nous pensons que ce n'est pas seulement dans mon pays, c'est en général dans tous les pays à longue tradition démocratique. La privation du droit fondamental de se porter candidat ne peut être décidée que par décision de la justice pénale avec toutes les garanties. Donc maintenant, revenons à la question. Vous étiez là à observer le processus dès la publication du calendrier, si je comprends bien. Là où l'on commençait à exclure des candidats, la campagne électorale, vous étiez là à observer. Absolument. Et le scrutin en particulier. Qu'est-ce qui avait retenu votre attention le jour du scrutin? Les scrutins, les 2 jours, 9 août et 25 octobre. Qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui a retenu votre attention d'abord le 9 août? Effectivement, il y a eu 2 scrutins. Je pense qu'ici, c'est le moment de faire une comparaison. Ce que nous avons vu, c'est une amélioration énorme de la situation en octobre par rapport au 9 août. Et je pense que ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté. D'abord, moins d'attaques violentes. Le 9 août, il y avait eu beaucoup de bureaux de vote fermés, attaqués, normalement par des candidats qui essayaient, à travers les attaques, d'en tirer un bénéfice électoral, donc d'annuler les voix de leurs opposants. Et ça, heureusement, ne s'est pas reproduit le 25 octobre, ou à une échelle minime. Donc il y a eu amélioration. Énorme amélioration dans les conditions sécuritaires
du processus, et ça a donné une chose qu'il faut retenir. Lors du scrutin du 9 août, au centre de tabulation de voix, là où arrivent les résultats, les procès-verbaux qui viennent de tous les pays, il manquait plus de 18% de PV de tous les pays. Ils n'ont jamais été récupérés, le 9 août. Tandis que le taux de perte des procès-verbaux a été de 2,5 au mois d'octobre. Donc, le 25 octobre. Donc, voyez l'amélioration. 18% 9 août, 2% 25 octobre. Voilà. OK. Ça parle d'un processus beaucoup mieux organisé, d'une ambiance sécuritaire beaucoup mieux établie, d'une ambiance plus sereine, et ça parle d'un succès de la société haïtienne, et ça parle aussi d'un succès dans l'organisation du scrutin. Je pense que peut-être en Haïti, on a trop tendance à toujours attaquer les institutions. Et sans doute, il y a beaucoup de fois énormément de raisons pour faire ça. Mais quand quelque chose fonctionne ou fonctionne mieux qu'il ne l'ait fait avant, il faut en être fier et il faut la soutenir. Parce que sinon, ça serait difficile de construire, ça sera difficile de construire des institutions et on ne peut pas sortir de problèmes auxquels la société et les citoyens sont confrontés sans des institutions crédibles. Donc je dirais, le 25 octobre, le CEP a démontré une capacité d'organisation notable. Et pareil pour la PNH. Maintenant, et à travers, j'allais dire cet exposé, à travers ces explications, apporté ce matin, vous vous inscrivez en faux par rapport à ceux qui parlent d'opérations de fraude massive. Écoutez, le 25 octobre. Nous avons observé à fond et nous avons mené plusieurs vérifications de résultats comme nous faisons dans tous les pays. Ce n'est pas quelque chose de spécifique en Haïti. Nous sommes de missions professionnelles. Nous passons de pays en pays. Moi, j'ai fait presque 40 missions d'observation sur les 5 continents et nous n'avons pas détecté des indices de fraude massive ni systématique. Il y a eu, certes, des problèmes ici et là. Nous savons qu'il y a des zones du pays où l'État n'existe pratiquement pas. Il y a certaines parties de la capitale, certaines zones de la frontière où il y a des trafics illégaux, etc. Et bien sûr, il y a eu des bureaux de vote où des problèmes se sont produits. Mais regardez ce qui a fait le CEP, le centre de tabulation. Ils ont annulé 3,6% de PV parce que d'après le centre de tabulation et selon les critères établis au décret électoral, ils présentaient des indications de fraude. Alors, ils les ont 3%. annulés. 3,6%. Hein? C'est plus que ce qui est annoncé comme cas de fraude observé dans certains rapports d'observation d'organisation d'observation nationale. Mais est-ce que votre mission, encore la mission que vous dirigez, était représentée à travers le pays? Absolument, dans tous les départements. Vous étiez combien de membres? On était presque 80. Mais comme je l'ai dit toujours, l'important, ce n'est pas le nombre, mais la méthodologie, parce que ça fonctionne par échantillon et statistique. Marge d'erreur dans l'observation? Bon, écoutez, ce qu'on fait, c'est beaucoup de couches de vérification. D'abord, on a l'observation du scrutin lui-même. On voit si ça se déroule de manière pacifique, si les mandataires de différents partis sont représentés, et on voit la régularité aussi du dépouillement et du remplissage de procès-verbaux. Alors là, on a eu une impression très très positive et beaucoup plus positive parce qu'il y avait une ambiance beaucoup plus sereine que lors du 9 août. Puis nous, on fait notre projection de résultats en fonction de bureaux observés. Mais puis après, on vérifie les PV. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces pays, les PV sont publiés sur les sites internet du CEPC, qui est très important parce que tout citoyen, tout journaliste, tout représentant de parti politique peut toujours comparer les résultats qu'il a vus lors du dépouillement avec ce qui est publié
ouvertement, publiquement, par le CEP. Alors, si vous faites cette vérification, nous l'avons fait avec tous les PV que nous avons observés, dont nous avons observé le dépouillement, il y avait une coïncidence de 100%, donc ce qui parle que le PV publié reproduise les PV qui ont été vraiment rédigés au bureau de vote. Bon, dernière question avant la pause. Évidemment, on reviendra pour parler de cette analyse des 78 PV vérifiés par le bureau du contentieux électoral national. On en parlera après la pause. Mais la dernière question avant la pause, justement, est-ce qu'à votre avis, le classement fait par le CEP est correct, qui donne Jovenel Moïse en tête, suivi de Jude Célestin? Évidemment, oui. Il est correct? Oui, absolument. On va observer la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. OC Antonio de Gabriel, chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'Espagnol OC Antonio de Gabriel, chef adjoint de la mission de l'observation électorale de l'Union européenne, est notre invité ce matin. Avec notre invité, on revient sur l'observation des scrutins 9 août et 22 octobre dernier. Observation, remarque, où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Ce qui se dit là ce matin est différent de ce qui se dit ailleurs, et notamment dans des conférences de presse données par les partis politiques où l'on accuse le CEP d'avoir orchestré une opération de fraude massive le 25 octobre dernier. Et selon la mission d'observation électorale que vous dirigez, M. de Gabriel, ces allégations ou encore ces accusations ne seraient pas du tout fondées. Enfin, ce que nous avons observé, c'est que le travail qui a été réalisé, et spécialement par le Centre de tabulation de voix, qui, comme vous le savez, c'est une sorte de sanctuaire de résultats, où les résultats arrivent de partout dans le pays et où ils sont traités et agrégés et vérifiés par les services du Centre de tabulation. On a vu que son travail, contrairement à ce qu'on a dit, on a parlé qu'il n'y avait pas de transparence du tout. Écoutez, nous avons été en permanence au Centre de tabulation. Nous, comme les observateurs locaux, comme d'autres observateurs internationaux, et comme tous les représentants des partis politiques. En permanence, vous avez dit? Qui ont voulu le faire. Donc on était, je vais dire pas 24 heures sur 24, mais ce n'est pas nécessaire, mais c'était presque constant. Et surtout dans les phases aiguës de travail, donc quand il y avait vraiment l'arrivée de PV de la présidentielle. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une énorme transparence, dans le sens où on pouvait voir parfaitement comment le processus de saisine s'est passé. Puis il y avait les avocats qui examinaient les PV pour déterminer s'il y avait des indications de fraude et décider de sa mise à l'écart. Donc comme je vous ai dit, pour les élections du 25 octobre, ça a été 3,6% de PV qui ont été jugés, qui présentaient des indications de fraude. Et puis, le plus important, on a toujours pu demander les questions, les curiosités et surtout l'élément de transparence fondamentale. L'élément de transparence fondamentale dans tout pays, c'est que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote, pour que toute personne puisse le vérifier. Pour nous, c'est un véritable combat dans beaucoup de pays où les autorités électorales refusent de donner cette transparence. Alors, ça te donne la suspicion. Mais pourquoi ils ne veulent pas publier les résultats bureau de vote par bureau de vote? Parce que ça sert pour que toute personne puisse le vérifier. Alors ici, ça s'est fait. Et ça s'est fait rapidement. Donc, nous sommes très satisfaits du travail qui a été réalisé par le Centre de tabulation. Et donc voilà, tout le monde peut vérifier les résultats. Il ne s'agit pas tellement de dire il y a eu fraude, il n'y a pas fraude. Non, mais dites-moi pourquoi. Où il a eu fraude, quels résultats ont été changés, de quelle manière ont été changés, où ils ont été changés. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons vu que nos données du terrain se correspondent avec les données
publiés par le centre de tabulation. Ok. Maintenant, on parle de fraude, on parle d'irrégularité. Qu'est-ce que vous avez observé? Évidemment, il a pu avoir de fraude dans un nombre réduit de bureaux de vote, ce qui déclenche l'annulation de 3,6% de PV. Mais ce qu'il y a eu normalement, et ça d'une manière que tout le monde peut comprendre, c'est de petites irrégularités, ou même pas des irrégularités, des erreurs de remplissage de PV. Parce que n'oublions que les membres du bureau de vote, ils commencent à travailler avant 4 heures du matin. Dans beaucoup de cas, ils n'ont pas été payés à temps. Ils doivent travailler dans des espaces trop réduits, trop longtemps, et à la fin de la journée, ils devaient, dans le cas du 25 octobre, rédiger 4 procès-verbaux, sénatorial, députation, locale et premier tour de la présidentielle. Souvent, sans lumière, parce que dans beaucoup de bureaux de vote, il n'y avait pas de lumière. Donc il était fatigué. Et quand il rédige les bureaux de le PV, le procès-verbaux, il se peut qu'ils fassent de petites erreurs. Par exemple, ils vont mettre le voix obtenu par un candidat, et comme les caisses sont très petites dans le procès-verbaux, là où on doit remplir les données de voix par candidat, ils peuvent se tromper de caisse, et puis après ils doivent rayer, corriger et bien mettre la chose. Ça, c'est normal qu'ils fassent de petits problèmes de remplissage parce qu'ils n'ont qu'une copie pour chaque procès-verbal. Alors, ce qu'on a vu lors de cette fameuse vérification de 78... Alors, il y a eu contestation. La famille Lavalas figurait parmi les rares formations politiques à contester formellement les élections. Et à la requête de ce parti, justement, on a été au centre de tabulation. Et là, on a tiré quelques procès-verbaux. 78 PV avaient été tirés, et vous étiez là. Oui, absolument. C'était au hasard qu'on les a tirés ou bien? Bon, ça a changé. Au début, c'était les candidats le représentant de famille Lavalas qui indiquaient certains PV. Puis, au fur et à mesure que ça avançait, ils ont décidé de passer à un système de indiquer soit la municipalité, soit les centres de vote. Et alors, le membre du CEP choisissait un PV parmi ceux dans déterminés centres de bureau de vote. Donc, ça a changé. Il n'y avait pas une méthodologie fixe. Pour nous, le plus notable, ça a été que... Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces 78 PV? Bon. Les avocats du parti requérant ont demandé l'annulation de tout et chacun de ces PV. Ce qui, à notre grande surprise, a été décidé après par le Bureau contentieux électoral national. Donc une partie a été partiellement annulée et une autre partie complètement annulée. En analysant ces PV, nous avons vu que malheureusement, parmi ces 78 PV, il n'y avait que 3 qui contenaient des indications potentielles de fraude. Donc, on aurait pu juger, parce que des indications potentielles de fraude. Hein? Vous avez dit des indications. Voilà. Donc, par exemple, que dans la liste d'émargement, le nom était seulement coché et il n'y avait pas la signature ni les signes des électeurs. Donc, ça, c'est suspect. Donc là, nous, on considère que ça, on peut annuler. Mais on a été 3 cas. Le reste, c'était des erreurs enfantines, humaines, complètement compréhensibles de gens fatigués qui vont remplir un PV ou 4 PV après 18 heures du travail et qui se trompent en mettant 0 là où il faut mettre 1 et alors ils rayent, ils changent les 1 pour les 0. On a vu de problèmes, on a vu de PV, énormément de PV qui ont été annulés par le BCN simplement parce que les candidats qui n'avaient pas obtenu aucune voix et les avocats du parti requérant ont dit
il aurait dû écrire 0 pour ces candidats et ils ne l'ont pas fait, les membres du bureau de vote, donc il faut annuler. C'est absurde parce que si on n'écrit rien, ça veut dire 0. Non, il y avait beaucoup de candidats, ils voulaient mettre... Donc on a vu même de PV... Donc il insistait à ce que l'on mette 0. Oui, mais c'est absurde parce que c'était déjà fait et 0 ou rien, c'est la même chose, non? Il y avait un autre cas très, très, très curieux, donc un candidat qui avait obtenu 69 voix. Donc alors, c'était écrit 0,69. Alors, les avocats, ils ont dit, ça aurait dû 69, pas 0,69, donc ça doit être annulé. Mais on sait que les 0 à gauche, ça ne compte pas. Donc 0,69, c'est bien 69. Alors, pour nous, c'est un peu choquant, ce qui a été décidé, parce que cette décision du BCN, elle a jeté énormément d'ombre et des doutes sur le processus. Est-ce que vous vous souvenez des candidats ou partis en faveur de qui ces irrégularités ou encore ces erreurs avaient été commises? Bon, en fait, le BCN, il a décidé qu'il annulait tous ces PV. Notre impression, notre analyse, c'est qu'à tort, dans l'énorme partie des cas. Mais en même temps, ils ont dit que, bon, ils voyaient que les erreurs étaient en faveur ou en contre de tous les candidats, donc ils ne pouvaient pas établir une tendance déterminée. C'est pour ça qu'ils n'annulaient pas les résultats des élections dans tous les pays. Mais le plus important, c'est que, bon, cette étude, cette analyse, il est publié sur le website de la mission d'observation électorale de l'Union européenne et il peut être consulté par tous les citoyens qui le veulent. Chaque cas est analysé avec la photo du procès-verbal et le problème pour lequel le PV a été annulé. Et bon, nous pensons que quand même, il y a des choses à faire et des choses à améliorer, et notamment la formation de membres du bureau de vote. Il serait très positif qu'en vue du deuxième tour de l'élection présidentielle, et le membre du bureau de vote reçoive une formation un peu plus approfondie. Et un autre élément très important, si jamais il y a un contentieux pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, il serait peut-être convenable que le BCN soit assisté en respectant son indépendance bien sûr, par de techniciens du centre de tabulation de voix, afin que chaque cas soit expliqué, puisse être compris par des juges ou des magistrats ou même de conseillers du CEP qui n'ont pas cette familiarité avec le document technique qui est le procès-verbal. Et maintenant que la situation est ce qu'elle est, et vos opinions ou encore vos remarques ou observations sont totalement différentes de ce qui se dit aujourd'hui à travers les rues. Le CEP est sur la sellette, le candidat Jovenel Moïse aussi, l'exécutif, le président Martelly, tous sont accusés d'avoir orchestré des fraudes au profit du parti PHTK. Le groupe des 8 campe sur sa position. Jules Célestin se prononce très rarement, alors que Jovenel Moïse, lui, est en campagne. La famille Lavalas parle tout bonnement d'annulation des élections et du départ du CEP. Vous ne craignez pas que vous, qui êtes de la communauté internationale, que vous qui observez, vous ne craignez pas qu'on vous accuse aussi d'avoir pris parti? Écoutez, on a l'habitude de recevoir des attaques et des éloges et on ne veut ni les uns ni les autres.
mais on les accepte tous parce que ça fait partie de droits d'expression des uns et des autres. Notre mandat, c'est un mandat de neutralité et d'objectivité. Pour nous, l'important, ce n'est pas qui gagne ou qui passe au deuxième tour, c'est que les processus soient globalement conformes aux standards internationaux. Bien sûr, avec des imperfections, parce que des imperfections, il y a toujours, et il s'agit de les améliorer. Mais pour nous, l'important, c'est les faits constatés, les faits avérés. Nous ne prononçons pas en fonction d'opinions ou de réactions politiques, mais simplement en fonction de faits observés. C'est que vous pouvez voir dans nos rapports et dans nos études des différents éléments de la chose électorale. Donc pour nous, il ne s'agit pas du calcul politique, il s'agit simplement de faire le travail en Haïti avec la même honnêteté qu'on essaye de le faire partout dans le monde, dans chaque pays. Et vous êtes là pour le deuxième tour, si deuxième tour, il y en aura? Absolument, absolument. Les missions d'observation électorale, ça représente un grand effort, mais c'est un outil, je pense, important. Qu'est-ce qui est à améliorer, à votre avis, dans l'éventualité d'un second tour bientôt? Je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Une chose, c'est toujours, et on l'a dit depuis le début, la formation de membres de bureau de vote, non? Qu'ils connaissent mieux le décret électoral et surtout qu'ils fassent plus d'essais, de travaux, des exercices pratiques de remplissage de PV. C'est une chose très simple, mais ça va beaucoup aider pour éviter justement ces malentendus où l'on prend de petites erreurs de remplissage sans aucun impact sur le résultat par de fraude. Non? Et ça, c'est important. Et aussi la coordination entre les CEP et le bureau électoraux départementaux et communaux, qui parfois sont un peu oubliés. Il faut améliorer cette communication. Et je pense qu'un élément important, c'est la régularité des paiements du personnel vacataire du CEP. Vous partagez cette position du CEP qui fait la sourde oreille, enfin je veux dire les conseillers électoraux qui font la sourde oreille par rapport aux appels à la démission lancés par les détracteurs, par les candidats, par les partis politiques? Je pense que... À la place des conseillers, vous feriez la même chose? D'abord, je ne suis pas à la place des conseillers. C'est vrai qu'ils sont sous une pression énorme depuis le début. Hein. Et comme vous le savez mieux que moi, c'est rien de nouveau pour les élections de 2015. Depuis très longtemps, malheureusement, lors de chaque élection, le CEP, tous les CEP ont été soumis à des énormes pressions, de la part parfois de la presse, des candidats, etc., etc. Donc je dirais que ça fait partie de la condition de conseiller électoraux en Haïti, être sous une énorme pression. Et, moi, je pense qu'il faut respecter le CEP. D'après la Constitution et d'après le décret électoral, le CEP, c'est l'institution chargée de l'organisation des élections, ce n'est pas une autre, c'est le CEP. Et je pense que le CEP a fait preuve d'une énorme évolution positive entre le 9 août et le 25 octobre. Ce qui m'amène par exemple à revenir sur la question de culture que vous avez évoquée au début de l'interview. Vous pensez que c'est aussi un problème culturel ou encore un problème de culture qui serait à l'origine des problèmes que l'on enregistre chaque fois qu'il y a des élections en Haïti? Oui, c'est un problème de perception des institutions qui sans doute est la faute de ce que les institutions ont fait dans le passé ou peut-être certaines dans le présent, sans aucun doute. Donc, la méfiance, vous avez dit aussi, a un rôle? La méfiance, sans doute. Et bon, le fait un peu le jeu politique, surtout avec autant de candidats et autant de partis comme on a en Haïti, ou comme on a eu en Haïti lors de ces derniers scrutins, ça va donner certainement beaucoup de perdants. Alors, on perd, on passe à autre chose, ou on se prépare pour les prochaines élections dans 5 ans. Pouvez-vous nous dire les obstacles que vous avez dû contourner dans l'observation? Non, je pense que nous n'avons pas eu des obstacles particuliers pour mener à bout notre travail. On a eu une réception très ouverte de la part de l'administration électorale à tous les niveaux.
on n'a pas eu en général de problème pour contacter tous les partis politiques au plus haut niveau ou les institutions. On a été bien accueillis en général par la presse, qui est absolument libre de critiquer ou de commenter sur ce que nous présentons comme tous les autres. Et nous pensons qu'Haïti nous a accueillis les bras ouverts. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous demander le pourquoi de ce sondage que vous avez réalisé. Est-ce que cela faisait partie de votre mission aussi? De quel sondage? Je parle de sondage des médias. Ah, vous dites l'analyse, le monitoring des médias. Le monitoring, oui. Ah, d'accord. Ça fait partie de notre méthodologie. On le fait partout dans le monde. Hein? Là où l'on va, malheureusement, on ne peut pas monitorer tous les médias parce que ça serait trop cher. Mais on sélectionne un petit échantillon représentatif de différents, disons, affinités politiques telles qu'elles sont perçues par les citoyens. Alors, sans vouloir citer certains médias qui sont évoqués dans votre analyse, est-ce que vous avez pris soin aussi de faire état je dirais, du travail de vente d'heures réalisé par les médias? Certains candidats ont dû payer pour le passage de leur spot dans les médias. Mais, à votre avis... Pour être court dans ça, je dirais, pour être clair sur ce que nous avons observé concernant le média, d'abord, il y a un panorama pluraliste dans le sens où toutes les tendances sont représentées dans les médias. Puis, on a vu une radio-télévision publique un peu plus penchée vers les côtés, disons, du pouvoir officiel, c'est-à-dire le candidat du PHTK, président Martelly, etc. Et puis, on a reçu des commentaires de médias en disant qu'une bonne partie de ce que nous considérons contenu informatif en faveur d'un déterminé candidat n'était qu'un espace de propagande payé qui faisait vivre le média concerné. Donc, ce que nous disons toujours, c'est la même chose ici et dans tous les pays. Si vous parlez d'un déterminé candidat et vous ne dites pas que c'est de la propagande payée, les téléspectateurs et nous-mêmes, nous allons penser qu'il s'agit d'un espace d'information. C'est-à-dire, les analyses que vous avez faites auraient été différentes si on avait pensé à dire tout simplement que c'était un message payé. Absolument, mais l'impact sur le téléspectateur est important. Pour eux, s'ils voient écrit sur l'écran propagande électorale ou espace payé, ils le perçoivent d'une manière différente si ça apparaît simplement dans la télé. Oui, mais est-ce que vos conclusions, en ce sens-là, elles auraient changé sans doute. Oui, mais est-ce que vos conclusions ne sont pas erronées, quand même, en cataloguant certains médias, disant que ces médias-là travaillent pour le parti PHTK, d'autres que pour Jude Célestin et autres, alors que tous... Ce sont des spots payés, des diffusions payées par les candidats. Et d'abord, nous ne disons pas qu'ils travaillent pour un candidat ou pour un autre. Nous disons que nous avons observé un nombre d'heures d'émission entre telle heure et telle heure, entre tel jour et tel jour, et les résultats, c'est 60% pour un candidat, 40% pour le reste. Ça, c'est un fait. Puis, la composition de ça, quel pourcentage de ces 60% est à l'initiative de la télé ou de la radio ou du journal et quel pourcentage c'est simplement des espaces payés, ça, nous ne pouvons pas le savoir, sauf si le média le clarifie en signalant ça, c'est un espace de propagande payé. Et ça, c'est une règle pour Haïti, pour Espagne, pour la France et pour tout le monde. Monsieur de Gabriel, merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. C'est un vrai plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le responsable adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, José Antonio de Gabriel, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.